Vous devez savoir que nous ne sommes pas en gros fonds et que nous n'avons pas d'énormes moyens. Alors ce que je vous propose, c'est 360 milliards de prêts, 390 milliards de subventions à demain sur les marchés. Et voilà, on a le plan de relance. Ouh! Et pour pas cher à mon avis, il a marché. Il a marché à fond le gars. L'information majeure de ce début de semaine concernant la partie macroéconomique, c'est cet accord de l'Union européenne pour 750 milliards d'euros. Concernant les subventions, c'est l'Union européenne qui assumera le remboursement. Et les prêts devront être remboursés par chacun des pays qui souscriront. Et s'il vous plaît, avant 2058. Du coup, je vais peut-être me mettre une petite alerte sur mon téléphone. Ah putain, 2058, j'avais déjà un déj. Cet accord de l'Union européenne est surtout destiné aux pays les plus en difficulté, c'est-à-dire l'Italie et l'Espagne, considérés par les pays du Nord comme les pays du Club Med, et réciproquement, les pays du Sud appellent les pays du Nord les radins. Bref, ils pourront recevoir respectivement 172 et 140 milliards d'euros. Alors que les autres pays, disons qu'on sait pas trop ce que ça va leur apporter finalement, sachant que l'OAT à 10 ans, donc les obligations, la France emprunte à moins 0,17%. Je doute que le plan de relance te permette de gagner de l'argent si tu piques du fric dans la caisse. L'Allemagne emprunte à moins 0,5% et les Pays-Bas à moins 0,36%. Alors qu'en Espagne, c'est plus 0,3%. Tu l'as compris, c'était une bonne nouvelle. En tout cas, la semaine dernière, la hausse des marchés était justifiée par ce plan de relance. Et une fois qu'il est sorti, sur les marchés, ça fait pshhh. Au-delà du fait que ce soit déjà pricé, disons que ça évite le drame, mais c'est pas ça qui va faire relancer la machine. D'autant plus que cette semaine, concernant la partie macroéconomique, cette fois-ci aux États-Unis, on a eu les demandes d'allocation hebdomadaire au chômage, et c'est la première hausse du chômage hebdomadaire depuis le 28 mars, depuis le pire de la crise. Plus de 1,4 million de demandes contre 1,3 million de demandes attendues. Et le reste de la macro, c'est pas beau. En tout cas, jusqu'à vendredi, où les PMI sont ressortis en zone euro, tous au-dessus de 50, donc une expansion de l'activité. Sinon, oui, j'ai failli oublier, on dépasse un petit peu le cadre macroéconomique, mais les quelques petites tensions que nous avons maintenant depuis quelques mois et même quelques années entre les États-Unis et la Chine, reviennent sur le devant de la scène. Bon, visiblement, leur objectif c'est de tenir les tensions au moins aussi longtemps que tous les épisodes qu'on a eu des Feux de l'amour. C'est pas dit qu'on soit encore vivant lorsque ça se terminera. Passons tout de suite à la microéconomie, et qui dit micro, Microsoft. Tout va bien, c'est meilleur que prévu, croissance du chiffre d'affaires de 13%. Petite inquiétude concernant la croissance de sa plateforme dédiée à l'informatique dématérialisée, autrement dit le cloud, moins de 50% de croissance alors qu'on était habitué sur les trimestres précédents à plus de 60% de croissance. Tout va bien, le bénéfice net en recul de 15%, mais tout de même à 11,2 milliards de dollars sur le trimestre. Le marché avait plutôt apprécié après bourse avec une hausse de 2% de l'action, et vu que tout va bien, LinkedIn, qui je rappelle est la propriété de Microsoft, a annoncé une réduction d'effectifs de 960 postes, ce qui correspond à peu près à 6% de ses effectifs. Ok. Et donc, qui dit micro, ST Microelectronics. Elle s'est payé le luxe de relever ses prévisions de l'année 2020. Tout allait bien jusqu'à ce que le lendemain, tout le secteur technologie se fasse déchirer. Concernant la publication d'Amazon, mea culpa, je me suis complètement planté, je croyais que c'était cette semaine, le 23 juillet, et c'est le 30 juillet avant bourse. Les technos en prennent pour leur grade, notamment les GAFAM. Voici la configuration d'Amazon. Et ceci en données mensuelles. Le graphique parle de lui-même, autrement dit, comme on dit chez nous, Careful. Traduction, fais attention, oui, parce qu'on n'est pas dans un timing d'intervention non plus exceptionnellement bon. Concernant l'entreprise Tesla, c'est le 4e trimestre d'affilée qu'elle gagne de l'argent, 104 millions de dollars. Le marché attendait un bénéfice net par action de moins 2 cents. Donc du coup, effectivement, c'est pas un bénéfice, c'est une perte. Et finalement, il ressort un bénéfice net par action de 2,18 dollars. Un truc de ouf. Elon, you are the king. Mais comment est-ce possible qu'il y ait un décalage comme ça entre ce qu'on attend et la réalité? Enfin, la réalité. Et c'est son activité de crédit qui lui rapporte quand même pas mal d'argent. Plus 7% après la publication après bourse. Et finalement, elle a terminé la séance à moins 5% dans la lignée des GAFAM. Enfin, toutes les valeurs technologiques qui sont un petit peu au ciel. Nous terminerons cette petite vision globale de ce qui se passe sur les entreprises avec Twitter. Alors, ce réseau social de vieux, c'est pas tellement pour les vieux parce qu'a priori tout le monde s'y met. 34% d'utilisateurs quotidiens en plus sur une année. 186 millions d'utilisateurs là aujourd'hui. Ce qui lui a permis de réaliser une perte de 127 millions de dollars au deuxième trimestre. Oui, parce que officiellement, elle a perdu plus de 1,2 milliard dû à des paiements d'impôts différés. C'est sûr que c'est moins glamour de dire que tu as perdu 1,2 milliard sur le trimestre, mais le marché se félicite du nombre d'utilisateurs quotidiens en constante progression, en explosion, puisque ces utilisateurs-là seront monétisables au fil du temps. On va pouvoir mettre de la pub à fond. Alors d'ailleurs, sur les 186 millions, il y en a 120 qui suivent quand même Barack Obama.
La classe, le gars, quand même. Oui, ça me laisse un petit peu de marge de progression. Un peu. Et en même temps, un petit joueur par rapport à Ronaldo sur Insta, qui, pour la petite rubrique People, gagne a priori plus en postant des stories sur Insta que en salaire. 43 millions de dollars juste sur Instagram. Oui, il paraît que si tu veux faire de la pub au travers de Ronaldo, faire un petit placement de produit, il faut que tu lâches 1 million. Ça va, ça pèse. Fin de la rubrique People. Commençons la rubrique technique par le dollar américain qui a chuté et dans le même temps l'euro qui s'est enflammé. Ce qui permet à Wall Street finalement de bénéficier d'un soutien par ce repli du dollar américain à la défaveur des pays qui sont plus dépendants de leur monnaie, notamment vis-à-vis de leurs exportations, et je pense par exemple à l'Espagne. L'indice IBEX ici qui nous a fait un triple bull trap et franchement plombé ces derniers temps. L'euro-dollar s'est enflammé, alors je me suis pris un stop loss sur la zone d'intervention des 1,1450. Après l'accord de l'Union européenne, finalement l'euro-dollar il était comme ça en petit... oscillation, il savait pas où il allait. J'ai eu un petit signal, j'ai mis une invalidation juste au-dessus des plus hauts, je me suis fait déclencher. Et depuis, c'est l'envolade jusqu'à 1,16. Concernant les indices et plus particulièrement le CAC 40, j'avais un plan de vente autour des 5200 points, il s'est arrêté juste en dessous. Pourquoi le CAC? Tout simplement parce qu'il est plus fait par rapport à ses homologues et qu'il n'a toujours pas réussi à passer au-dessus de ses plus hauts du début du mois de juin. D'ailleurs, attention à la zone des 4900 points au cours notamment de la semaine prochaine, parce qu'effectivement, la configuration aux données hebdomadaires n'est pas très réjouissant. Sur l'indice allemand DAX, nous avons un pseudo Highland Reversal. Rien de dramatique pour le moment, mais ça montre bien qu'il va nous falloir un petit peu plus que l'absence de mauvaises nouvelles. C'est-à-dire des bonnes nouvelles. Voilà. Et pour le moment, ça court pas les rues. Comme je le disais, les indices américains sont toujours assez fermes avec le Nasdaq qui est en train de plafonner. Ça monte, oui, mais attention quand même de pas acheter méga retard, de ne pas maîtriser son risque avant de cliquer, et genre, bon bah ça monte, j'achète tout là-haut, je te rappelle ici le graphique en données mensuelles, et de partir en vacances pendant un mois. Concernant le gold, j'ai largement insisté déjà depuis des semaines, il a fait que s'envoler, il est à 1900 $, quasiment sur des records historiques, et visiblement ce n'est pas terminé. D'ailleurs, au passage, félicitations à Rodolphe qui a accompagné le mouvement sur l'argent, qui s'est enflammé par effet de contagion. Enfin, contagion positive. Voilà. Cette semaine particulièrement délicate concernant le Brent que j'ai cherché à vendre sur cette zone de résistance daily comme je te l'avais déjà indiqué précédemment. Et le salopio il veut pas baisser. Et oui, bull trap potentiel. Les signaux baissiers, oui, il y en a quelques-uns en intraday mais ils donnent que des replis de 1 $ au maximum. En tout cas, la pertinence de cette zone ne me donne absolument pas envie d'acheter pour le moment. Et puis c'est déjà pas mal. En conclusion, je citerai 3 éléments. Le premier, oui, il faut prêter attention aux news, au moins pour savoir où est-ce qu'on met les pieds. Parce que oui, les news, on s'en fout, en tout cas le marché, la preuve encore une fois cette semaine, mais il faut toujours essayer, en tout cas c'est ce que j'essaye de transmettre ici au travers de ces vidéos, de contextualiser le plus objectivement possible tous les éléments à notre disposition. Les chiffres, les news, les données, les réactions de marché et bien évidemment les graphiques. Ensuite, il faut une réaction du marché suite à cette news pour pouvoir confirmer que ce soit ton plan d'intervention ou ton interprétation de la nouvelle en question. Pour faire simple, il y a un accord de l'Union européenne qui est tant attendu par les marchés. Qu'est-ce qui s'est passé? Les marchés ont acheté la rumeur et ont complètement vendu la nouvelle. Bon, je vais attendre qu'il se calme là parce que... Inversement, c'est pas parce qu'il y a le Covid qui est en train de repartir comme ça à chaque fois aux États-Unis, on nous justifie a posteriori que c'est à cause de ça que le marché a baissé. C'est à ce moment-là qu'il faut cliquer sur le bouton vente. En plus, généralement, dans la mesure où on est dans un marché de range, à chaque fois que ça monte, on se heurte à des résistances et à chaque fois ça baisse, on se heurte à des supports. Et ça repart dans l'autre sens. Alors, c'est le principe même d'Orange, accessoirement. Et enfin, prendre du recul et rester concentré dans ces marchés qui sont toujours larvés et rangy. Parce qu'ils peuvent se réveiller d'un seul coup à la moindre petite étincelle ou à la moindre lueur. Ça marche aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Attention au FOMO, c'est la peur de louper un mouvement, que ce soit par anticipation ou par espérance. Et non par réalisme fondamental ou technique. Et en ce moment, je te le cache pas, le swing, c'est vraiment la galère. La semaine prochaine, nous surveillerons donc cette fois-ci la publication d'Amazon qui aura bien lieu et à moult chiffres macroéconomiques ici et là. Bon portage de masque à toi et t'es pas obligé de te désinfecter les mains pour mettre un pouce. Et oui, petit message, c'est vrai que je dis à chaque fois, vous déchirez tout. Et tu sais quoi, je continuerai à le dire tant que ce sera le cas. Est-ce que la réciproque est vraie? Merci à toi. Ciao.